Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Chaque jour, un consultant, un expert décrypte l'actualité et décrypte également des thématiques de tous ordres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème: comment passer des vacances saines pour une année réussie. Voilà. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un consultant, un spécialiste de la question, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Belantin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons coller à l'actualité des élèves, nous allons coller à l'actualité, en tout cas de tous les apprenants qui sont en vacances. C'est vrai que les différents examens sont en train de livrer leurs secrets quant aux résultats. Aujourd'hui, si tout va bien, nous aurons les résultats du baccalauréat, donc ce qui va permettre à ces candidats, une fois les épreuves orales passées, eh bien d'entrer en vacances. Mais pour la grande majorité des élèves, c'est déjà les vacances. Et ici, nous nous posons la question de savoir comment peut-on passer des vacances saines, des vacances afin de permettre à l'élève de réussir l'année scolaire qui va suivre. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, comme le disait tantôt Tranquille Belantin, eh bien, Euseb Patimvor, il est enseignant à la retraite, spécialiste des questions de l'éducation, vous vous en doutez. Monsieur Euseb Patimvor, bonjour. Bonjour, monsieur Ludovic. Peggy Dagba. Merci d'être avec nous. Oui. Avec beaucoup de bonheur, nous vous retrouvons. Alors dites-nous, les vacances, sont-elles nécessaires à la fin ? Avant tout propos, je dirais que les vacances, c'est la période charnière entre deux années scolaires, une fin d'année et un début d'année. Alors, pour moi... Monsieur Patimvor, votre caméra est là, les populations vous regardent à travers cette caméra. Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. Ouais. Donc, pour moi, c'est nécessaire, parce qu'après l'effort, le réconfort. Mais attention, il ne faudrait pas que le réconfort nous inhibe et oublier l'effort que nous aurons à faire les années à venir. C'est pourquoi il faut des vacances utiles. Que faire pendant ces vacances-là? Et quels sont les acteurs qui doivent œuvrer pour que ces vacances-là ne soient pas seulement réconfort pour réconfort, loisir pour loisir? Je veux citer les apprenants, les enseignants, les parents surtout, et l'État. Donc c'est de ça que nous allons parler, voir comment passer ces vacances pour qu'elles soient réussies et bonnes et préparer en même temps par anticipation l'année scolaire à venir. Alors, vous avez cité 4 acteurs, Oui. Apprenants, parents, enseignants et État. Oui. Alors, si nous allons commencer par les apprenants, que doivent-ils faire? Non, tout simplement les apprenants, pendant 151 jours de l'année scolaire, sont restés sans parents. Je pense que c'est le temps qu'ils parlent à leurs parents, qu'ils soient à la maison et se distraire, se reposer, faire de petits jeux, se reposer et s'adonner à des activités domestiques qui n'avaient pas eu assez de temps de le faire. Parce que bientôt, écoliers, élèves, ils seront étudiants livrés à eux-mêmes. Alors, s'ils n'apprennent pas à être parents, ils ne pourront pas être de bons parents demain. Et les vacances, c'est la période la mieux indiquée pour pouvoir faire cet apprentissage aussi avec leurs parents. Mais tout le monde pense que c'est le moment de laisser l'enfant à lui-même, de le laisser livrer, se livrer à ses loisirs, oublier totalement ce qui est devoir, devoir, vous avez dit devoir domestique, mais également devoir sur le plan école, c'est-à-dire pouvoir faire des exercices et autres. C'est le moment pour lui, franchement, de respirer, la félicité parfaite, on va dire. Oui et non. Oui, puisqu'il va oublier un peu les cahiers, jouer, se détendre. Je l'ai dit tantôt, après l'effort, le réconfort. Mais il faut organiser ces jeux-là avec lui. Il faudrait qu'il mette sa personnalité en jeu, mais avec l'œil discret du parent pour le guider, des aînés pour le guider. Il ne va plus mener des activités intellectuelles à plein gaz, comme pendant l'année scolaire. Mais il faut le mesurer, lui permettre de se détendre, de bien respirer. À la limite, moi j'accepte que les enfants aillent en vacances organisées. Ce que j'entends par vacances organisées, c'est que les parents sortent avec eux. Il y a aussi des colonies de vacances.
on peut permettre aux enfants d'aller aux colonies de vacances où on se rencontre, on fait de petits jeux qui, pour ma part, les amènent à avoir des aptitudes à développer pendant l'année scolaire. Donc, il faut les laisser livrer à eux-mêmes, exprimer leur personnalité, mais il faut les suivre. Il y a une bonne vieille pratique. Il y a un élément, vous avez dit qu'ils vont rester à la maison, travailler avec les parents. Les parents eux-mêmes ne restent pas à la maison. Ils passent plus toute la semaine, ils quittent tôt la maison et ils rentrent tard. Et non que 2 jours sur 7, et parfois même 1 jour sur 7, qu'ils consacrent à leurs enfants. Ça, c'est aussi un problème. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Mais c'est des gens qui travaillent, c'est des fonctionnaires. Oui, papa et maman peuvent s'arranger ou des pour commerçants. avoir 1 mois de congé à consacrer. 1 seconde consacrée à un enfant le sauve de toute une année de stress. 1 seconde, je dis. Parce qu'il saura qu'il est considéré. Il est chouchouté et il pourra s'ouvrir. Libérer le langage de l'enfant aussi passe par là. Quand vous n'écoutez pas l'enfant, vous êtes tout le temps dehors. L'enfant, vous lui apprenez à rester dehors. Vous lui apprenez à rester dehors. C'est-à-dire, il ne voit personne pour le diriger. Il n'a pas de guide. Or, il est enfant. Il lui faut des guides. L'éducation par l'exemple passe par là. Si maman s'arrange pour avoir ses congés 2 semaines et reste avec les enfants, ne serait-ce que pour suivre leur bilan de santé, leur donner les habitudes culinaires, je pense que ce ne seraient pas des enfants ratés. Et n'oublions pas que bien faire à la maison, en compagnie des parents, amène à bien faire à l'école. C'est pourquoi nécessairement les parents doivent s'organiser, même s'ils sont paysans. Pourquoi ne pas les amener au champ avec soi pour leur donner cette première compétence qui est la compétence de la famille. Si je suis tailleur, mon enfant reste à l'atelier avec moi. Si je suis mécanicien, il reste à l'atelier tant soit pas avec moi. Mais je ne fais pas la pression comme si c'est un apprenant mécanicien ou bien tailleur ou bien paysan. Mais je lui donne cette première compétence. Donc les parents doivent s'arranger pour rester un peu avec les enfants. L'année scolaire, c'est 151 jours. Les vacances, c'est 75 jours. Ne pas trouver un peu de temps pendant ces 75 jours-là, rester avec les enfants, autant ne pas avoir d'enfants. Et le mettre à l'école. Il y a un travail de planification que surtout les fonctionnaires doivent faire, s'organiser pour avoir les congés pendant les vacances, pouvoir consacrer ne serait-ce que 4 semaines aux enfants. Obligatoirement. Et les parents qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui sont dans le privé, papa est chef d'entreprise, maman est commerçante, et voilà, chaque minute est précieuse, on ne peut pas la perdre. Qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire? Non, l'enfant est plus précieux que cette entreprise. Puis à un moment donné, l'enfant a fait ton bonheur, ta joie. Et tu as de la joie aussi au niveau de ton entreprise. Pourquoi ne pas amener ton enfant sur ton chantier? Pourquoi? Pour qu'il découvre ce que papa fait. Peut-être que tu vas lui donner cette compétence, il va te prendre la main. Les grandes sociétés occidentales, je pense que parfois les enfants ils acquièrent la compétence de leurs parents et l'entreprise prospère et on prépare déjà le dauphin qui doit prendre la relève. Donc, si pendant les vacances, je suis dans le privé, j'abandonne encore mes enfants, alors que pendant toute l'année scolaire, je l'ai abandonné, autant le tuer, autant ne pas lui donner la vie. Donc, on peut accompagner l'enfant sur son entreprise et chercher un jour dans la semaine où s'asseoir, le devoir de s'asseoir, parler avec les enfants. Nous ne parlons pas avec nos enfants et nous nous plaignons c'est l'une des causes des échecs scolaires, ne pas parler avec les enfants. Parler avec des enfants, c'est-à-dire? Je fais le bilan de l'année scolaire avec lui, je redimensionne l'année à venir et le temps de vacances avec lui. Et lui demander, je peux l'amener à me juger par rapport à telle et telle activité que je mène avec lui. Le fait que je reste aussi dehors, je peux lui dire de m'en parler. Quelles sont ses difficultés quand je ne suis pas à la maison? Quelles sont ses difficultés quand je suis avec lui? À table, vous voyez, il faut libérer le langage de l'enfant. Et les vacances sont la période la mieux indiquée pour vivre ses enfants, si tant est que le travail nous éloigne d'eux. Alors, il y a une bonne vieille pratique que chez nous. On a un frère en ville, alors qu'on est au village. On peut envoyer l'enfant passer quelques semaines de vacances avec celui-là ou la tante ou je ne sais pas, tel oncle, tel parent. Dites-nous, est-ce que cette pratique aujourd'hui peut encore garantir de vacances saines? Je disais tantôt que les vacances doivent être une période préparée. J'avertis ce frère, en tout cas celui qui va, la famille d'accueil, je l'avertis et je participe à la charge. Et c'est dans une période limitée. Je participe à la charge. À la charge. Voilà. Je participe à la charge. Et c'est dans une période limitée. En quoi faisant?
Les enfants s'en vont, ils vont au village. Le site de vie habituel et le site d'accueil ne seraient peut-être pas La même chose. les mêmes choses. Bon, peut-être que l'enfant va apprendre à vivre dans un milieu rural, c'est bien. Mais celui qui est là-bas, a-t-il la capacité financière d'accueillir le petit citadin que vous envoyez là-bas? Il va apprendre peut-être à manger le beurre de karité à la place de l'huile d'arachide sophistiquée que nous mangeons ici. Vous voyez bien un peu Mais quand même, il faut préparer cela. Je sais que les parents du village sont prêts à accueillir leur fils de la ville, ainsi de suite, mais il faut préparer. Et très souvent, c'est les enfants qui quittent le village pour les milieux urbains. Très souvent, la plupart du temps. Là encore, en quittant Glo pour Cotonou. Glo n'est plus un village maintenant. Excusez-moi beaucoup, c'est ce qui m'est tombé sur la JV. En quittant le village pour la ville, le parent peut participer, ne serait-ce qu'en avertissant assez tôt pour que le site d'accueil soit apprêté et accompagner l'enfant. Et il faut savoir si celui vers qui j'envoie l'enfant est prêt à l'accompagner dans les découvertes. On dira qu'il va découvrir l'aéroport, la mer et comme ça. Il y a des dangers qui guettent l'enfant à ce niveau-là. Il faudrait qu'il ait le temps de l'accompagner, de le faire découvrir. Et que l'enfant ait un feedback de cette découverte qu'il va utiliser pendant l'année scolaire. Alors, si on n'a pas cet accompagnement, ce leadership d'amener l'enfant à passer les vacances, autant le laisser à la maison avec les compétences des parents et qu'il redimensionne ces apprentissages passés. Avec l'évolution du temps, est-ce que cette pratique est encore cours dans notre pays où la méfiance, le manque de solidarité ont gagné le terrain? Parce qu'en notre temps, ça se passait. On quittait le village, on venait en ville et parfois ça va dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où dans la société, il y a une crainte. C'est-à-dire les parents ne se font plus confiance et tout ça. Mais avec l'évolution du temps, est-ce que cette pratique a encore cours? Le constat que vous avez fait? Bon, personnellement, je ne suis pas pour le principe d'envoyer les enfants en vacances sans préparation. Il est vrai, l'état actuel psychologique et sociologique ne nous permet plus d'avoir trop confiance en l'autre. Alors, s'il y a une préparation à l'avance, je pense qu'on pourra faire asseoir la confiance de l'autre. Et tu dialogues avec l'autre, pour voir ses possibilités. Qu'est-ce qui fait cette méfiance-là? C'est que, comme un parachute, l'enfant descend dans la famille sans qu'on soit averti, ou bien on est averti la veille, bon, accueille ton enfant, et puis il n'y a pas une préparation. C'est l'impréparation qui fait qu'on est méfiant. Et puis, le climat financier actuel fait que chacun se réserve. Et puis, ceux qui accueillent la plupart du temps, ceux ou celles qui accueillent les enfants, font d'eux des boys. Tu vas les voir à Tokpa en train de vendre les marchés. Et vraiment, les enfants ne vont pas à la découverte, mais ils vont achalander le commerce ou bien l'activité de celui qui les accueille. Ils deviennent les lescules, ils font tout. Prêts à tout faire quoi. Puisqu'il n'est plus avec ses parents. On les utilise à achalander son entreprise qu'à les faire distraire. D'où la méfiance de certains parents. En tout cas, personnellement, moi, je n'envoie pas mes enfants en vacances. Je fais les vacances avec eux. Et si je dois s'ils doivent se déplacer, je me déplace avec eux. Excusez-moi, instructeur je les accompagne où je veux. Et quand ils veulent, on discute. Papa, maman, on s'assied, on voit. Et la personne qui les accueille, on discute avec les personnes de la période et des activités à mener. Et souvent, ça se passe très bien. Je pense que je l'ai toujours réussi. Alors, on parlait tantôt de l'apprenant, on a parlé également des parents. Oui. On ira maintenant vers l'enseignant. Non, il y a quelque chose que je voudrais pas occulter. Cette période de dialogue, je dis, c'est aussi une période pour faire le bilan de santé des enfants. C'est très important. Et puis, de préparer la rentrée en achetant les manuels aux enfants pour qu'ils investissent ces manuels-là. Parce que pendant l'année scolaire, on est inhibé par la physique, la chimie, les mathématiques, on en parle. Surtout les matières littéraires, c'est en ce moment-là qu'il faut acheter et mettre à disposition les romans aux enfants pour qu'ils lisent. Et il faut les amener à être habitués à faire la lecture, la copie et la dictée pour pouvoir bien maîtriser ces romans, ces manuels au programme. Là, je pense que ce serait déjà une anticipation et l'enfant serait aisé pendant l'année scolaire. Quant aux enseignants,
Avant de parler des enseignants, vous avez parlé de bilan de santé. Et moi, j'ai souri parce que nos parents au village, ou même en ville, ont une façon de faire ce bilan-là. C'est soit des antipaludéens ou on donne des produits déparasitants aux enfants. Et c'est leur façon de faire le bilan. C'est déjà un début. C'est-à-dire il faut s'intéresser à la santé. Normalement, le bilan, on fait un prélèvement et puis on fait des analyses. Et on doit pouvoir aller à cette étape. Non, il faut vivre son monde, il faut vivre ses possibilités. Les parents au village ont des systèmes qui permettent de faire le bilan de santé, peut-être pas dans les normes européennes comme nous le faisons. Si déjà avec les feuilles, je peux déparasiter mon enfant, renforcer sa santé. Il y a des feuilles, les tradipraticiens ne vous diront pas le contraire. Il y a des feuilles, des médicaments qui nous permettent de mettre à bien, même vivre en campagne et bien respirer, bien nager aussi, ça participe du renforcement de la santé. Bon, si on a les moyens d'aller à l'hôpital, faire les analyses qu'il faut, ce n'est pas mauvais, je n'exclus pas la chose. Surtout, les enfants, ce qu'ils mangent à l'école, aujourd'hui on parle d'hépatite, qui tue même plus que le palu. Mais lorsqu'on donne un déparasitant ou un autre produit, et cela ne va pas calmer par exemple cette maladie. Il faut aller faire le prélèvement et faire des analyses. Bon, je ne sais pas. Parce qu'ils mangent tout le temps à la sauvette, pendant la récréation et tout ça. Il y a aussi ce risque-là. En principe, l'État devait prendre en charge cet aspect de santé des enfants à la fin d'une année scolaire. Voilà. Je me rappelle les années 66, 70, et chaque fin de mois, bien chaque fin de trimestre, il y avait une équipe sanitaire qui passait. Même dans les écoles, il y avait des infirmières qui nous suivaient. Donc quand un enfant est malade ou bien à des périodes de moments donnés, on nous donnait de la nivaquine, on nous donnait du vermifuge, c'était bien organisé. Bon, peut-être le nombre que fait le monde scolaire aujourd'hui et les problèmes de l'État font qu'on ne l'organise pas. Mais si d'une manière prédictive, on se dit qu'on peut faire un bilan de santé et on l'impose dans les souscriptions scolaires, je pense que ça ferait du bien, ça ne ferait du mal à personne. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui décèdent de cette maladie, les parents tout le temps, pour eux c'est le palu, Alors que non, vous avez parlé de l'hépatite. Oui. Plusieurs enfants décèdent. Comme on sait que c'est un mal qui tue d'une manière insinueuse, je pense qu'on pourrait instaurer ça dans les assurances santé scolaires. Assurance santé scolaire, on peut instaurer ça d'une manière ou d'une autre. Et pour l'éviter aussi, il faut voir du côté de nos mamans qui donnent à manger à ces enfants-là. Elles aussi, c'est pendant les vacances qu'elles vont faire leur bilan de santé et qu'on voit un peu leur manière de préparer et leur santé à elles-mêmes, parce que c'est elles qui remplacent les mamans à l'école. Quant aux enseignants, je pense que c'est le temps de reprendre ces cours, de voir par rapport à cette note personnelle les difficultés rencontrées avec les apprenants, de redimensionner les cours et de les apprêter pour les années à venir. C'est aussi le temps de se documenter intellectuel d'une manière générale, enseignants que nous sommes. Nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas et nous ne suivons pas l'actualité éducative. Et les enseignants qui ne lisent pas, comment pourront-ils efficacement dispenser? Non, je veux préparer mon cours pour le lundi. Aujourd'hui, jeudi, je le redimensionne. Mais je l'ai préparé. Le samedi ou le dimanche, je peux me mettre à lire pour préparer de mémoire. Parce que je ne peux pas être devant mes élèves et lire littéralement le cours. Il faudrait que je possède le cours. Or, pendant l'année scolaire, on n'a pas le temps de le faire correctement. Pendant les vacances, je suis livré à moi-même. Bon, il y a une certaine organisation qui se faisait, qu'on appelle équipe enseignante. Quand j'étais élève, je voyais mon papa instituteur, il se regroupe un certain nombre d'enseignants au niveau des sous-préfectures, au niveau du département. Et à la fin, chacun dans sa matière avait un guide qu'il devait lui permettre de bien dispenser les cours. Donc là, il parle de leur insuffisance pendant l'année scolaire et aussi chacun a dû faire des expériences. On se le partage et on met ça à l'écrit. Il y avait une brochure qu'on appelle l'équipe enseignante qui sortait vers la fin des vacances. Chacun s'appropriait pour faire ça. Ça amène à lire, comme je le dis, à voir ses insuffisances et s'apprêter pour la rentrée. C'est là, la pratique a-t-elle disparu aujourd'hui? Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça il faut le reconnaître. Ça n'existe plus. Et comment faire pour la réinstituer, par exemple? Une seule hirondelle ne saurait faire le printemps. J'y pense.
Je ne sais pas si M. Peggy et son ami pourront m'y aider et les autres acteurs. Mais je le dis. Non, le plateau, le plateau est à vous. Il n'y a pas de problème. Donc, j'y pense avec certains enseignants cette année. L'année dernière, en 2015 et en 2016, nous avons, avec le concours du docteur Deborah, organisé une journée de l'alphabétisation où on a montré aux enfants le goût de la lecture. Il y avait aussi des enseignants. Et l'année dernière, nous avons, le 8 septembre, fait comment aborder un roman avec des enseignants et avec des enfants. Nous avons aussi, avec des amis enseignants, comment aborder les thèmes philosophiques. Je remercie ces enseignants qui m'ont aidé à le faire. Nous pensons rééditer l'expérience si nous avons la santé de le faire. Donc, je dis, les enseignants aussi peuvent profiter de ce temps pour se documenter et redimensionner leurs cours. Autre pratique qu'on remarque quand même chez les enseignants, eux aussi, c'est des cours qui ne changent pratiquement pas. C'est les mêmes mots, c'est pratiquement les mêmes expressions, les mêmes ponctuations. Et franchement, on se demande s'il y a un travail de retour sur soi qui est fait. Vous avez dit un travail de retour sur soi. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en cause. L'enseignant doit se remettre en cause perpétuellement. Et l'enseignant qui reprend le même cours pendant 2 années scolaires ne mérite pas le nom d'enseignant. Là, c'est empirique, c'est un magnétophone enregistré qui donne des cours. Mais si je suis enseignant, bon, je ne sais pas. Moi, je suis un peu pestalose. Quand je dis la même chose, 2 secondes après, tu me dis de le redire, je dois faire... Dire autrement. Je dois le dire autrement. Donc, j'invite nos collègues enseignants à c'est ce que je disais en disant redimensionner nos cours. Donc, je relis mes cours et par rapport à l'actualité, je change des mots. Sinon, un enfant peut doubler ou bien un enfant, j'enseigne peut-être en 3e et en terminale. L'enfant qui m'a eu en 3e et qui en terminale revoit les mêmes mots ne trouve rien de nouveau. Or, l'homme aime le nouveau. Et le vocabulaire fonctionnel aujourd'hui nous permet de transformer une phrase en une phrase en diminuant un mot ou bien en ajoutant d'autres mots par rapport à l'actualité. Donc l'enseignant doit redimensionner son cours, c'est ce que je disais. Je dois refondre mon cours par rapport à mes difficultés et le rendre concis ou plus large pour permettre une certaine ouverture d'esprit à l'enfant. Ne serait-ce que de petites activités d'évaluation, j'y ajoute pour que l'enfant sache que ça a changé et ça l'inhibe à l'effort personnel. L'autre chose, est-ce qu'il y a quand même, au niveau de l'école, un dispositif pour inquisiter un peu ces genres de pratiques, aller voir réellement si les enseignants font des efforts de recherche personnelle? Bon, je ne saurais le dire. Je sais que ça existe. Il y a le réseau d'animation pédagogique, le réseau de suivi, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, ils sont outillés. Je ne suis pas. Il est vrai, j'ai terminé conseiller pédagogique à la retraite, mais pas en activité. Bon, j'ai parlé tantôt de l'équipe enseignante. Si nos autorités pensent à la chose et vers la rentrée, à la pré-rentrée, amènent les enseignants à voir les démarches d'enseignement, apprentissage et évaluation, je pense qu'ils seront amenés, avec le courant, l'actualité pédagogique, à changer. Peut-être que ce qu'ils avaient fait les années précédentes seront un background, un point de départ, mais on va les amener à innover. Et un enseignant doit être un innovateur. Quand tu n'innoves pas, quand tu n'inities pas, quand tu ne changes pas, tu n'es pas enseignant. Tu es une radio qui répète. La plupart des enseignants, instituteurs et autres s'adonnent pendant ces vacances à cette pratique, les cours de vacances. Dans ces conditions, quel temps ont-ils pour réactualiser leurs connaissances? Non, les cours de vacances n'empêchent rien. Au contraire, pour moi, c'est bienvenu les cours de vacances. Parce que c'est les mêmes cours que nous répétons. Vous voyez? Et il y a quelque chose que moi j'appelle évaluation prédictive. En principe, l'enseignant, je viens nouvellement dans une maison, je dois connaître un peu les dimensions de cette maison-là. Donc, les acteurs que sont les élèves, les apprenants que je dois apprendre, je dois les évaluer par rapport à ce qu'ils connaissaient.
connaître leurs insuffisances. Et moi-même, mes insuffisances par rapport à ce cours que je veux donner. Quand je fais ce bilan-là avec eux, je sais comment dimensionner. Et je ne suis pas... C'est pas sûr que je répète la même chose de la même manière, dans le même contenu. Mais si je ne fais pas, je suis obligé de répéter. Et il n'y a rien de nouveau. Là, l'enseignement est sclérosé et puis ça ne fait pas évoluer. Ça n'inhibe pas au développement, à l'effort. Alors, sur la question, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'organisation en général des cours de vacances. Est-ce que l'enfant doit y participer ou... Parce que là, la question fait débat. Il y a certains parents qui disent, moi, je préfère que mon enfant reste à la maison. Ça donne vraiment aux activités ludiques et peut-être les loisirs. Et à 1 mois ou à 2 mois de la rentrée, j'organise son travail. Mais il y a d'autres qui préfèrent envoyer ces enfants-là aux cours de vacances qui se déroulent pendant 1 mois. Pas du tout à proximité de la rentrée, le temps que l'enfant encore oublie tout ce qu'il a appris pendant ses cours de vacances. Monsieur Peggy, il y a des outils indicateurs qui permettent de faire les cours de vacances à bon escient. C'est-à-dire le niveau d'exécution du programme par rapport à un cours donné, par rapport à une discipline donnée, par rapport à un champ de formation donné. Alors, si régulièrement l'enseignant fait son niveau d'exécution du programme par rapport à sa classe, je pense que et parents et autorités sauront que dans tel cours, on n'a pas pu finir les programmes jusqu'à ce niveau-là. Et pendant les cours et en plus de cela, les enfants ont eu telle et telle difficulté. Si on recense tout ça, c'est ça qui fera objet du travail qu'on fera pendant les cours de vacances. Là, on aura donné satisfaction à quelque chose. Mais si c'est cours de vacances pour cours de vacances, on aura jeté de l'eau sur le dos du canard. C'est-à-dire, parfois, il y a des ONG, je les remercie, qui le font gratuitement, ou bien des acteurs politiques, pour se faire redorer leur blason, organisent cela. Mais si par hasard, ils nous consultaient, nous demandaient comment le faire, je vous l'ai dit tantôt, il y a des outils indicateurs, point d'exécution du programme. Et quand on le fait, et on fait une évaluation prédictive par rapport aux apprenants avec qui nous avons travaillé, je pense que les cours de vacances seraient plus aisés. Et ce n'est pas des cours de vacances comme les cours habituels où on a toutes les rigueurs, non. C'est de petits b.a.-ba. Et moi, je privilégie, par exemple, pour le primaire, lecture, copie, dictée. Et au collège, pour les élèves de la 6e en 3e, comment aborder un roman? Quelles sont les idiomatiques en anglais et dans les différentes matières? Les premiers cours qui puissent donner le goût à l'enfant à la recherche. C'est ça qu'il faut faire. Et de la seconde en terminale, la philosophie. S'asseoir beaucoup là-dessus. Et comment aborder les romans philosophiques, la dissertation philosophique, ainsi de suite. Là, je pense que c'est ce qu'il faut privilégier. Ce n'est pas les cours classiques qu'on faisait et choses là. Et y ajouter des activités ludiques qui puissent défouler l'enfant. C'est ce que je bientôt, on va assister à l'éclosion, on va dire, de ce marché-là, des communiqués par-ci, par-là, invitant les enfants à aller s'inscrire pour les cours. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, selon vous, que la circonscription scolaire puisse vraiment s'intéresser à la question et organiser la chose au lieu de laisser vous l'avez tout le bien monde dit. La circonscription scolaire peut y participer, avoir une œil là-dessus, mais pas d'une manière dirigée. La circonscription scolaire peut, si effectivement on avait fait le point d'exécution du programme par rapport à la région, parce que ça peut se faire, jusqu'au plan national, ça peut se faire. Il suffit que chaque enseignant le fasse à son niveau. On regroupe un collège d'enseignants et d'une manière équilibrée, on le fait au niveau des unités pédagogiques et puis après, au niveau de la circonscription scolaire, on sait que en EST, nous avons à tel niveau. En tel champ, nous avons à tel niveau. Donc, pour commencer, et nous avons rencontré telle et telle difficulté. Pour commencer les cours de vacances, vous devez faire ceci, les contenus prioritaires à enseigner pour que l'année scolaire soit réussie. Je pense qu'on pourra... Très souvent, c'est des lycéens ou des étudiants qui s'organisent en groupe pour organiser les cours de vacances. Et souvent, la pédagogie pose problème. Je félicite l'initiative, mais il n'y a pas la pédagogie là. Ça, il faut le reconnaître. Mais ça pose un problème au niveau de l'apprenant. Parents, à bon entendeur, salut. En tout cas, moi, je n'envoie pas mes enfants à ces cours de vacances. Quand ce n'est pas fait par des enseignants. Allez, vite dit. Parlons maintenant de l'État, le rôle de l'État. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais
un mot très rapidement sur ce que l'État doit faire en période de vacances pour une année scolaire réussie. L'État peut organiser des colonies de vacances. L'État peut déjà penser aux mutations des enseignants par la veille de la rentrée. Déjà, quand nous allons en vacances, je me rappelle, il y a une seule année, en 1994, où les affectations ont eu lieu le 4 juin. Le 4 juin de cette année-là. J'étais au nord, j'étais descendu, c'était très bien. Donc si on peut vite faire les mutations, l'enseignant saura dans quelle école il sera. Et si les chefs d'établissement aussi sont outillés pour leur donner déjà leurs cours, pour ce qui concerne le collège et le primaire aussi, leurs classes, je pense que ça leur permettrait vraiment de redimensionner leurs cours, de se planifier. Et je vous l'ai dit, par rapport au calendrier scolaire, je sais que la rentrée c'est le 18 septembre prochain. Je peux déjà faire le planning de mon activité d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation tant formative que d'étape. J'aurai une fiche de cela et je pourrai savoir la documentation qu'il faut, le matériel qu'il faut pour faire mon travail. Donc l'État doit veiller aux mutations à temps. L'État doit faire un peu le bilan des infrastructures mobilières qu'on sort là, savoir que dans telle école, dans tel établissement, il manque ceci. Ce n'est pas à la rentrée qu'il faut demander. Déjà avec les points de fin d'année, si c'est vraiment lui, si ce n'est pas des informations qu'on traîne, qu'on prend et qu'on n'exploite pas, si on exploite ça, on saura que dans telle école, dans l'espace 5, il manque, au CGE1, il manque ceci. Et déjà pendant les vacances, on fait. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport à l'État, c'est que pendant ces vacances-là, l'État peut instituer, comme vous l'avez dit, la santé des enfants, la santé des enseignants. L'État aussi doit mettre à temps en place les subventions de l'État. Ce n'est pas en septembre, parfois même en décembre, voire en juillet, que l'État, je ne sais pas, que les subventions viennent mettre à temps. Et le gros problème aussi pour l'État, c'est de demander aux partenaires sociaux que sont les syndicats, quelles sont les difficultés qui rencontrent, les problèmes et porter solution. Ce n'est pas pendant l'année scolaire à la rentrée, bon, nous bloquons la rentrée parce qu'on n'a pas donné satisfaction à ceci, ou bien nous mettons fin à l'année scolaire. Voyez, tous ces problèmes doivent être réglés pendant les vacances. C'est le rôle un peu que je vois à l'État. Il y a toute une chaîne, hein, mais c'est le peu que je dis. Si on peut déjà porter solution à ça, je pense que les vacances vont nous permettre de faire une année scolaire réussie. Un élément très rapidement, au cours de cette année, on a enregistré un taux de grossesse vraiment assez inquiétant. Pendant l'année scolaire où les enfants sont censés être occupés. Maintenant, qu'en sera-t-il pendant les vacances? Doit-on craindre? Les grossesses? Je dis, ça c'est le rôle des parents. C'est-à-dire l'accompagnement qu'on donne à l'enfant depuis la maison vers l'école. Si l'enfant sait que ça c'est un fruit défendu, je ne dois pas y toucher. Pendant un certain moment, avoir de retenue, je pense qu'on pourra les éviter au maximum. C'est parce que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Vous l'avez dit tantôt. Papa n'est pas là toute la journée. Quand l'enfant est dégoûté par la maison, il va dehors. Il y a assez de prédateurs. Donc on peut l'éviter en dialoguant avec nos... Assez de prédateurs. Assez de prédateurs. Donc, donc il faut dialoguer avec les enfants, leur montrer le bien fondé. C'est-à-dire, l'enfant se retient, l'enfant-fille, la plupart du temps, elle se retient face à ces agressions-là. Et c'est la maison qui la prépare à pouvoir résister. Si la maison ne la prépare pas, si elle ne trouve pas un bon climat à la maison, de quoi se distraire, le petit ami qui le propose, je ne sais pas ce que vous voyez, pour l'hameçon pour aller à cela, elle tombe facilement dedans. Or, si elle a confiance en ses parents, elle s'ouvre à ses parents, on lui montre les limites de cette action-là. Je pense qu'on pourra éviter ces grossesses-là. Voilà, M. Euseb Katimvan, nous arrivons au terme de cette émission. À la fin d'une émission comme celle-ci, quelle conclusion vous pourrez tirer? Permettez-moi il y a 10 mois, je ne suis plus monté sur ce plateau. En temps, j'ai été à l'école de l'accident de la route. Aïe. Je remercie le Seigneur, je remercie tous les amis qui m'ont permis d'avoir une santé reluisante, qui me permettent d'être sur ce plateau. Je remercie au passage le docteur Deborah Hongpe, qui m'a permis de maîtriser un tant soit peu ce thème-là. Monsieur Peggy, Monsieur Akad, je vous remercie. Je dis, vacances pour une année scolaire réussie, c'est une organisation au niveau de chaque acteur dont j'ai parlé. Et c'est possible la chose, si on le veut. Donc, je pourrais apporter à tout moment, donner ma petite pierre à l'édifice à quiconque s'adressait à moi.
Merci voilà. à vous. Merci beaucoup. Vous avez pu suivre ce débat avec Monsieur Eusèbe Patimvo, je rappelle, enseignant à la retraite. Avec lui, nous avons noté qu'en cette période de vacances, 3 activités phares sont amenées: la lecture, la copie et la dictée. Chaque acteur, il a dit, devant pouvoir jouer sa partition, les parents, les enseignants, l'État et peut-être en apprenant. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Et prenez le rendez-vous pour la rediffusion sur Diaspora FM à 14h, du lundi au vendredi, et sur Eden Télévision à 13h30.